toutes les questions qui se posent autour de la situation au Proche-Moyen-Orient, bien évidemment. Nous serons dans un instant avec Fadi Assaf, fondateur de Middle East Strategic Perspective, un cabinet de conseil spécialisé dans les affaires du Moyen-Orient à Beyrouth. Je le salue. Vous avez signé notamment une tribune dans les colonnes du Figaro, Liban, le fédéralisme ou la mort. Vous nous expliquerez pourquoi, quelle est la situation sur place. Mais avant cela, nous allons écouter le président de la République, Emmanuel Macron, qui s'est exprimé sur la situation au Proche et Moyen-Orient depuis justement Paris, où s'est tenue une conférence sur le Liban. On parle beaucoup ces derniers jours de guerre de civilisation ou de civilisation qu'il faut défendre. Je ne suis pas sûr qu'on défende une civilisation en semant soi-même la barbarie. Je suis sûr d'une chose, c'est que la possibilité d'une civilisation se joue au Liban. Président de la République qui répondait par médias interposés à Benyamin Netanyahou, qui a accordé à CNews et Europe 1 un entretien, c'était hier soir. C'est une guerre de civilisation contre le barbarisme. Ce n'est pas seulement du terrorisme, c'est pire que cela. On est vraiment de retour au Moyen-Âge. Ce sont des supplétifs terroristes du Hamas qui, il y a un an, ont violé des femmes, les ont décapitées, ont décapité des hommes, ont brûlé des bébés vifs. C'est une sauvagerie qui nous rappelle les nazis. Et on les combat en votre nom. Et quelques heures à peine après avoir tenu ses premiers propos, le président de la République a répondu de nouveau à nos confrères de Brut. Écoutez-le. Cette conférence, elle a pour but de soutenir le peuple libanais et la souveraineté libanaise. Et donc de manière très concrète, c'est un soutien qui va aller d'abord en termes humanitaires pour soutenir la population, parce qu'aujourd'hui il y a eu plusieurs milliers de morts civils au Liban, mais il y a surtout entre 1 200 000 et 1 400 000 personnes qui sont déplacées, c'est-à-dire qui ont dû quitter le sud du Liban et qui du coup se réfugient un peu partout dans le pays, y compris à Beyrouth, ce qui déstabilise beaucoup. Il y a des enfants qui ne sont plus scolarisés, il y a des gens blessés, il y a de l'aide alimentaire qui doit être fournie aux gens qui restent dans le sud comme à ceux qui sont déplacés, etc., etc. Donc il y a d'abord un volet humanitaire dans cette conférence. On verra justement quel avenir peut se dessiner pour le Liban dans un instant avec Fadi Assaf. Mais avant cela, je me tourne vers vous, Harold Iman. Vous nous avez rejoint sur ce plateau. Vous êtes spécialiste des questions internationales pour CNews. Comment expliquer le changement progressif de position concernant la situation au Proche et Moyen-Orient du président de la République depuis les attentats du 7 octobre ? Alors d'abord, c'était la défense inconditionnelle d'Israël, c'était la coalition contre le Hamas, et petit à petit, le bilan des pertes humaines à Gaza ayant eu son effet, parce que le bilan est quand même très élevé, là on va frôler les 43 000, dont on ne connaît pas la proportion de combattants du Hamas à proprement parler, ce serait peut-être la moitié. Bon, petit à petit, il a grosso modo pris la tête du camp occidental pour arrêter Israël de poursuivre son opération à Gaza et a aussi pris la tête pour empêcher Israël d'aller trop loin, enfin, comme il le définit, au Liban et éviter une guerre avec l'Iran. Bon, c'est beaucoup. Il y a cet appel en commun qui a été réalisé effectivement il y a quelques semaines avec Joe Biden pour demander un cessez-le-feu immédiat. Oui, leur cessez-le-feu n'a pas pris. Est-ce que c'était la faute de Sinwar qui a été tué ou la faute de Benyamin Netanyahou? Les historiens sauront qui de la poule ou de l'œuf a fait en sorte que ça ne soit pas signé. Mais à l'heure qu'il est, eh bien, le président de la République voudrait que, puisque Sinwar est mort, qu'on passe directement au cessez-le-feu, puisque c'est Sinwar... On trouve une issue politique, effectivement. Oui, que Sinwar est l'homme qui bloquait. Donc, Mais il y a peut-être une inflexion également de la part de Benyamin Netanyahou, qui expliquait hier soir à Laurence Ferrari, c'était, il me semble, la première question de Laurence, que nous étions, alors certes pas à la fin, mais au début de la fin. Donc il entrevoit peut-être une issue
potentielle et politique potentielle d'ici les prochains mois. Moi, pardon. Pardon, Netanyahou n'a pas. Il était assez raisonnable et il a utilisé des mots plutôt mesurés, mais assez forts quand même. Mais il n'a pas vraiment explicité, et c'est un problème qu'il a en Israël. Il n'explicite pas quel sera le lendemain. Il a perdu Benny Gantz de sa coalition, qui a dit sans plan de lendemain, ça ne m'intéresse pas. Il a failli perdre son ministre de la Défense, qui était un homme de poigne totale, mais il a dit on n'a pas de plan pour après, parce que ça laisse entendre qu'on va recoloniser Gaza. C'est ça l'idée qu'on voulait étouffer. C'est vrai que le président de la République, en coulisses, ne sait pas jusqu'où souhaite aller Benyamin Netanyahou. Est-ce que cela explique potentiellement ces différentes prises de position ces dernières semaines? Eugénie Bastier. Écoutez, moi je trouve qu'Emmanuel Macron, évidemment, a commis d'énormes maladresses, mais qu'il a raison d'appeler un cessez-le-feu. Il a raison de vouloir, maintenant que cette guerre s'arrête, il a raison d'insister sur la paix au Liban, parce que la France a un lien particulier avec le Liban. Il est dans son rôle en essayant de protéger la population libanaise au maximum, civile, évidemment. Moi, j'avoue que j'ai un peu du mal avec cette rhétorique de Benjamin Netanyahou autour de la guerre de civilisation. C'est la même rhétorique que George Bush après le 11 septembre, l'axe du mal, une guerre finalement qui est une guerre sainte. Alors on peut dire que le choc des civilisations existe. C'était Samuel Huntington avait fait son livre Le choc des civilisations, mais il n'a jamais été dans cette optique de guerre des civilisations en disant c'est une chose de constater le choc des civilisations, de constater que les positions se durcissent et qu'il y a des... mais c'est une autre que d'endosser cette rhétorique-là, parce que quand on dit c'est les barbares contre nous et vous êtes avec nous contre les barbares, il y a cette idée qu'en fait on évacue toute solution politique, on évacue toute la dimension territoriale et politique. Alors oui, évidemment, il y a un terrorisme absolument ignoble du Hamas que évidemment tout le monde doit condamner, mais il y a quand même une question politique derrière, une question territoriale derrière, et on ne peut pas l'évacuer au profit d'une abstraction de guerre de civilisation. Certainement, mais on peut effectivement... Puis on rejoindra la rhétorique de Benyamin Netanyahou sur un certain nombre de points, notamment par le fait qu'il évite la question de demain pour Gaza, mais qu'Emmanuel Macron, lui, parle de semer la barbarie en répondant à Emmanuel Macron. Ça, c'est un problème, parce qu'on peut critiquer la manière dont Israël mène la guerre à Gaza, ou le défaut de maîtrise peut-être sur un certain nombre d'opérations. Ça n'est pas la même chose que de dire semer la barbarie, parce que semer la barbarie, c'est quoi? Ça veut dire que finalement, c'est Israël qui serait responsable de tous les conflits qui l'entourent. Mais Israël fait face à des États qui veulent le détruire. Les frères musulmans, dont la charte remonte à 1928, n'ont pas attendu que Israël soit fondé en 1948 pour vouloir imposer un régime islamiste partout. Et donc on a l'impression qu'Emmanuel Macron, là encore, en plus, oublie ces éléments historiques-là. Et en plus, il n'y a aucune cohérence dans sa propre position, puisqu'au lendemain du 7 octobre, il nous disait qu'il voulait lancer une coalition internationale pour détruire le Hamas. Le 8 octobre, le Hezbollah a annoncé qu'il entrait en guerre pour soutenir le Hamas. Donc ça veut dire que dans la logique d'Emmanuel Macron d'octobre 2023, il voulait lui aussi détruire non seulement le Hamas, mais le Hezbollah. Mais comment l'aurait-il fait sans frapper le Liban ? Donc il n'est même pas capable d'exprimer une vision cohérente d'une année sur l'autre et à vrai dire d'une journée sur l'autre. Et nous allons nous rendre au Liban justement pour rejoindre Fadi Assa, fondateur de Middle East Strategic Perspective, un cabinet de conseil spécialisé dans les affaires du Moyen-Orient à Beyrouth. Alors certes, Emmanuel Macron a eu des mots très forts, mais avant d'évoquer cette question, je souhaitais connaître la situation sur place. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ? Oui, bonsoir. Donc la situation au Liban est... Elle est régionalisée. Je veux dire, là, je suis dans un quartier est de Beyrouth où je ne me sens pas vraiment concerné, sauf si je veux m'engager par la guerre en cours. À 2 kilomètres de vol d'oiseau d'ici, ça bombarde toute la nuit. Plus loin, vers le sud également. Mais ce qui est visible pour tout le monde, c'est quand même une population de plus d'1 million de personnes du sud de la Bekaa qui est déplacée, en plus d'avoir plus de 2 millions de réfugiés syriens donc qui ne savent plus où aller, qui sont également éparpillés dans le pays. Donc un problème humanitaire avant tout, il y a urgence sur ce plan-là. Pour le reste, c'est un État failli dont l'administration à peine arrive à fonctionner. La seule institution qui encore aujourd'hui tient le cap, si vous voulez, c'est quand même l'armée libanaise. D'où l'aide prévue durant la conférence au profit de l'armée libanaise, quand même de 100 millions d'euros, je suppose. Oui, c'est ce qui a été annoncé notamment par le chef de la diplomatie française,
Et c'est peu ou prou ce que vous nous dites justement sur l'avenir qui doit se dessiner pour le Liban, le fédéralisme ou la mort. Tribune que vous signez aujourd'hui dans les colonnes du Figaro. Comment jugez-vous sur place la position de la France incarnée par ces mots ce matin d'Emmanuel Macron? Tout d'abord, je me félicite que la France s'intéresse encore au Liban, et ça, c'est une excellente chose. Il ne faut pas perdre de vue que le Liban et les Libanais se sentent quand même isolés. Donc, qu'un pays, notamment la France, avec laquelle on entretient d'excellentes relations historiques, s'intéresse encore et tente de mobiliser. D'ailleurs, elle vient d'organiser cette conférence dans l'urgence. Elle a pu quand même convier 70 pays et collecter plus de 1 milliard de dollars au profit des Libanais et de l'armée libanaise. Donc je pense que cette mobilisation, seule la France aurait pu la faire, et elle est toujours présente quand on a besoin d'elle. Cela dit, je trouve aussi qu'il durcit le ton non seulement vis-à-vis de Netanyahou, mais vis-à-vis de ses adversaires, donc vis-à-vis du Hezbollah. Le Hezbollah, aujourd'hui, est qualifié de terroriste par l'administration française, qui se faisait fort depuis tout le temps de faire une distinction entre l'aile politique et l'aile militaire, chose aberrante à mes yeux, parce que c'est une organisation idéologique qui ne fait pas de distinction, mais seulement un partage de rôle. Maintenant, apparemment, vu l'état dans lequel le Hezbollah, agissant au nom de l'Iran, a mis tous les Libanais sans se concerter avec eux, sans les consulter, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience côté français que être trop tolérant à l'égard d'une organisation qui prend ses ordres en dehors des frontières libanaises et qui engage tous les Libanais à chaque fois, comme la décision du 8 octobre d'ouvrir un front contre Israël, à mon avis, c'est aussi risqué. Donc, risquer de les encourager, risquer après de recoller les morceaux après eux. Merci beaucoup à vous, Éric Revel, sur cette question du Liban et quel avenir qui peut se dessiner dans la région plus globalement d'ailleurs. J'ai quand même un point de vue. Quand j'entends le Premier ministre israélien, je pense qu'il est dans une fuite en avant maintenant, qu'il faille faire le sale boulot comme Tsahal le fait au nom d'une guerre de civilisation ou pour essayer de contenir ou d'éliminer ce qui n'arrivera jamais à faire définitivement ces groupes terroristes, ça peut être séduisant. Mais je n'oublie pas quand même, puisque je connais un peu le Liban, ce peuple libanais résilient, amoureux de la France, cette population se trouve sous des bombes de Tsahal, avec un pays qui est par terre. L'économie libanaise est par terre. Le FMI dit par exemple que si la guerre se poursuit, ils vont avoir une chute de leur PNB de 10%, enfin, avec un pays qui est déjà exsangue financièrement, qui ne survit que grâce à l'argent de la diaspora libanaise quand elle vient en vacances au Liban. Le système bancaire ne fonctionne plus au Liban. Vous avez 2-3 heures d'électricité par jour à Beyrouth, si vous n'avez pas un groupe électrogène. Donc ce pays est par terre. Peut-être que le Liban a une chance historique, si le Hezbollah est totalement affaibli ou éliminé, de reconstruire son unité. Et pour cela, le président de la République a raison, à mon sens, de parler de restaurer la souveraineté du Liban. Maintenant, pardonnez-moi, mais les tête-à-queue diplomatiques d'Emmanuel Macron sur ce sujet, on continue, comme d'autres tête-à-queue diplomatiques, à affaiblir considérablement l'image et l'impact de la France à l'étranger. Moi, j'ai été à Beyrouth quelques jours après sa visite, au moment où le port avait sauté, vous savez, où il avait, d'un geste sentencieux et arrogant, expliqué aux Libanais. Vous voyez, la situation est tellement compliquée au Liban. Vous avez 3 millions de Syriens immigrés, vous avez le Hezbollah qui a mis en coupe réglée ce pays. Il leur avait donné 15 jours, 3 semaines pour régler le problème. Sinon, ils fronceraient des sourcils en revenant. Mais vous voyez, ce genre de comportement d'une situation que vous maîtrisez ou ne comprenez pas est quand même terrifiant. Maintenant, est-ce qu'Israël... Peut-être que Harold a une partie de la réponse. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'interview de Pascal Bruckner dans le Figaro. Est-ce qu'Israël ne va pas pousser son avantage ou sa volonté de conflit jusqu'à aller attaquer l'Iran ?
qui finance le Hezbollah. En tout cas, c'est ce que Pascal Bruckner, dans le Figaro, sous-entend. Est-ce que c'est pas ça l'étape suivante? Parce qu'on attend toujours la réplique aux 200 missiles iraniens qui ont été balancés. Netanyahou a promis de le faire hier. Hein. Dans l'interview, il a dit la riposte viendra. Oui, mais est-ce qu'il ne va pas attaquer plus durement l'Iran? On verra dans les prochains jours. Toute petite dernière question, il nous reste 30 secondes, Fadi Assaf, sur peut-être ce que vous écrivez dans les colonnes du Figaro sur le changement de gouvernance et le souhait de voir le Liban se relever après la situation actuelle. Oui, j'ai écrit cette tribune, en fait, tout simplement pour dire que il y a urgence maintenant, on va se relever de l'urgence. Et après quoi? On reprend le même système, celui qui à chaque fois nous conduit droit dans le mur, ou bien on commence à sortir des terrains battus et commence à faire une réflexion un peu plus originale. Pourquoi continuer à miser sur un système centralisé qui, par sa centralisation extrême, est en train de tenter toutes les communautés de vouloir s'en accaparer? Donc à partir du moment où une communauté, une fois c'est les maronites, une fois c'est les sunnites, une fois c'est les chiites, ont envie de contrôler ce pouvoir central, ils contrôlent tout le Liban. Les autres communautés se sentent frustrées. Pourquoi ne pas penser à autre chose, à un système plutôt fédéral, par exemple, où chaque communauté localement gère ses petites affaires quotidiennes, et après on verra comment élaborer cette idée. Mais franchement, renouveler, sortir d'une guerre, on est d'une crise à une autre depuis toujours. Je me souviens qu'on passe d'une crise à l'autre. Et quand on sort d'une crise, on n'a plus envie on a une paresse constitutionnelle, si vous voulez, on n'a plus envie de rien faire et on laisse tomber, on passe on traverse juste quelques années de sérénité, si vous voulez, et après une nouvelle crise. Merci beaucoup, Fadi Assaf. Malheureusement, je suis obligé de vous couper. C'est la fin de cette émission, vous l'avez compris. L'information